Mon cher Jackie, est-ce que tu veux bien te présenter? Parce que tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ton parcours et puis les sujets sur lesquels tu travailles par rapport au vin de Bourgogne? D'accord. Donc Jackie Rigaud, j'ai initié à l'Université de Bourgogne plusieurs diplômes originaux. Le premier, vin et culture, qui présente le vin sous toutes ses formes, dans sa dimension historique, géographique, littéraire, philosophique, etc. Le deuxième diplôme pratique la dégustation par la connaissance des terroirs pour faire passer le message de la dégustation bourguignonne, de l'école bourguignonne de dégustation. Le troisième, sciences de la vigne et environnement pour valoriser donc, la dimension écologique du vin. Et puis j'avais eu aussi l'occasion de rénover un tout petit diplôme qui était réservé à des étrangers jadis et que nous avons rebaptisé diplôme de technicien d'œnologie pour des jeunes vignerons qui n'ont pas forcément le niveau nécessaire pour entrer dans le diplôme national d'œnologue, mais qui ont une expérience, une motivation et qui du coup en un an sur une journée, apprennent l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le vin. D'accord, donc tu es le spécialiste de la géosensorialité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est la géosensorialité? La géosensorialité, c'est tout simplement l'école de dégustation bourguignonne, c'est-à-dire que la Bourgogne a été la seule, en 1936, à l'occasion de la loi sur les appellations d'origine, à structurer ces appellations autour du terroir et de la hiérarchie des parcelles au sein des terroirs. Parcelles qu'on appelle en Bourgogne climat. Pour mémoire, le Bordelais avait opté pour le concept de château, c'est-à-dire qu'il y a certes une entité géographique, mais au sein de cette identité, de cette entité géographique, on fait ce qu'on veut. Par exemple, la tour, à condition de rester dans le périmètre de la commune, peut s'étendre comme il veut, ce qu'il a fait d'ailleurs, le château de la Tour l'a fait avec la Bécasse par exemple, qui a permis à la Tour de s'agrandir, plus deux ou trois autres acquisitions. Donc la Tour d'aujourd'hui n'est plus de la Tour de 1855. La Champagne a opté, elle, pour la marque et l'effervescence. Et les Champenois ont réussi à avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'ils ont la marque et ils ont aussi l'ensemble d'un territoire sacré Grand Cru. Par exemple, Toutavise et Grand Cru. Donc la Bourgogne, elle, a opté pour la hiérarchie des terroirs. Donc, cette Bourgogne a consacré le vin de terroir comme exprimant un message. Et le message, c'est le message du lieu de naissance du vin. Donc la dégustation géosensorielle, c'est tout simplement essayer de lire par la dégustation le message du lieu, le message du climat, le message du terroir. Je crois que tu as participé en tant qu'expert avec l'UNESCO au classement des climats comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr, quand Aubert de Villaine a accepté la présidence de l'association pour classer les climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'humanité, eh bien, il m'avait demandé, Aubert, de lui faire une petite note pour l'aider à mettre en place le dispositif. Et de petites notes, c'est devenu un livre qui s'appelle le Réveil des terroirs, défense, illustration des climats de Bourgogne. Et je l'indique parce que c'est dans la préface qu'Aubert de Villaine a écrit que la dégustation géosensorielle est consubstantiellement associée à la philosophie des climats. C'est-à-dire que pour apprécier un climat, on déguste d'une manière géosensorielle, comme l'ont fait les gourmets du XIIe siècle jusqu'à 1789, où, avec la Révolution française, on supprime toutes les corporations. Donc la corporation de gourmets, comme les autres, a disparu. Et pendant le XIXe siècle, les négociants ont plutôt privilégié la marque,
Le vin commun s'est développé au XIXe siècle, puisque la Bourgogne est le vignoble qui a le plus souffert de la Révolution française, puisque jusqu'à la Révolution française, c'était le plus grand vignoble de France et du monde, mais c'était un vignoble essentiellement d'aristocrates, d'évêques, d'archevêques, de chanoines, et puis de quelques grands bourgeois qui commençaient à acheter des terres, mais l'essentiel était quand même dans les mains de l'aristocratie et de l'Église. Et donc, à la Révolution française, quand on a pris les biens au clergé et à l'aristocratie, eh bien, le vin fin est devenu synonyme du vin des aristocrates et des puissants. Donc, le législateur a laissé se développer les vins communs. Donc, la Bourgogne, comme les autres territoires français, ont vu les vins communs prendre de plus en plus la place des vins fins. Heureusement, en 1800 et quelques, Napoléon III, le Second Empire, et là, à partir des années 1850 et quelques, le différentiel entre les vins fins et les vins communs repasse de 1 à 8. Donc la viticulture fine est sauvée grâce aux intellectuels du XIXe siècle et grâce à Jules Laval en particulier qui va amorcer le premier classement officiel des grands climats de Bourgogne avec les premières classes, les deuxièmes classes, la troisième classe, deuxième classe, première classe et hors classe, sur laquelle on s'appuiera en 1936 pour la loi bourguignonne des appellations d'origine contrôlée. Bon, mon cher Jackie, alors je vais profiter je vais remercier Jean-Michel Guillon, qui est viticulteur à Gevrey-Chambertin, et qui nous a fait le plaisir de nous donner une bouteille d'un climat qui est Claude Vougeot, donc, qui est un célèbre climat de Bourgogne, un vin jeune qui est de 2016, et il me semble que c'est l'occasion de te le faire goûter et que tu nous fasses une analyse géosensorielle de ce vin. Tu ne connais pas ce vin et comme ça tu pourras nous dire un peu ce que tu ressens. L'appréciation géosensorielle n'a de sens que si l'on connaît le lieu d'où vient le vin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître un vin qu'on n'a jamais goûté. Il faut toujours se rappeler de cette belle légende qui circule depuis le Moyen-Âge et qui a été popularisée par Monsieur Angèle au Clos Vougeot. C'est l'histoire d'un gourmet qui était tellement compétent que ses amis étaient jaloux d'une telle compétence. Et donc, dans le plus grand secret, ils ont fait planter une vigne où, de mémoire humaine, il n'y avait jamais eu de vigne de plantée. Et quelques années après, ils font déguster à ce gourmet prétendu infaillible le vin de cette vigne, en s'attendant bien évidemment que le gourmet ne trouve pas le vin. Et donc ils servent dans le tas de vin le vin en question, le gourmet le regarde, le mire, le met en bouche, le grume, le recrache bruyamment, recommence l'opération 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ses collègues, ravis, se disent on l'a eu, il ne peut pas trouver. Et soudainement, il les regarde, les toise, et dit désolé messieurs, mais ce vin n'existe pas. Donc le gourmet va essayer de ressentir les différents descripteurs qui sont les siens, descripteurs que j'ai retrouvés avec l'aide précieuse de Martine Coutier. Elle a rassemblé une partie de ses travaux dans un livre qui s'appelle « Le dictionnaire de langue du vin » aux éditions du CNRS. Et donc on a retrouvé pratiquement, enfin une bonne partie des descripteurs du gourmet. Donc le premier descripteur, c'est la consistance. Donc ce vin-là a une véritable consistance, c'est-à-dire que ça pèse suffisamment en bouche. Cette consistance, eh bien, elle se livre avec une certaine flexibilité. Donc on a une sensation de ressort matelassé quand on déguste ce vin. C'est-à-dire que c'est consistant et en même temps, ça a une véritable souplesse. Ensuite, on ressent la viscosité. Un grand terroir, c'est un vin qui génère une grande viscosité. Là, c'est le cas.
Voilà un vin qui active généreusement la salive. Et c'est une salive qui, pour ce vin-là, démarre surtout à mi-bouche et s'installe d'une manière un petit peu étirée. Donc c'est le signe d'un terroir qui est plutôt terrien. Un terroir où certes il y a du calcaire, mais où il y a une dominante d'argile. Donc on a cette belle sensation de souplesse et en même temps une jolie viscosité qui fait très bien saliver, mais une salive qui monte surtout, qui ne s'exprime pas essentiellement en fin de bouche. Le vin a suffisamment de vivacité, parce que s'il n'y a pas suffisamment de vivacité, ben c'est un vin qui est un peu mou, qui n'est pas d'un grand terroir, ou alors d'un millésime particulièrement chaud et qui a mal été géré par le vigneron. Donc là, ce n'est pas le cas, on a suffisamment de vivacité, une vivacité plutôt vibrante, mais une vivacité, là encore, qui est plutôt perceptible en milieu de bouche, dès l'entrée en bouche et à mi-bouche. Ça vient de sa jeunesse, ça, plutôt? Non, c'est aussi une des caractéristiques d'un terroir où il y a suffisamment d'argile. Après, on apprécie la texture, c'est-à-dire qu'un grand vin de terroir, c'est un vin qui a une grande consistance, qui a une grande souplesse, qui a une jolie viscosité, suffisamment de vivacité pour faire vibrer tout ça, et qui génère du coup une texture. Et pour apprécier la texture, on se laisse toucher par le vin. Et les gourmets, empiriquement, avaient compris que le toucher de bouche est essentiel pour apprécier un grand terroir. Déguster comme un gourmet, c'est l'occasion de rappeler que ça met en branle 3 sens. Le sens du toucher, 30% à peu près du sens du toucher est en bouche, c'est-à-dire que par la bouche, nous avons les mêmes sensations que par la main et le pied, c'est-à-dire que nous sentons la surface, pour le coup la surface du vin, nous sentons son épaisseur, voilà, comme avec notre main, quand on évalue l'épaisseur d'un pantalon ou d'un pull, etc. Donc la bouche fait exactement la même chose pour le vin. Et puis le toucher, c'est aussi l'ensemble de la matière. Voilà. Eh bien, en bouche, notre sens du toucher nous permet de ressentir ces 3 aspects du vin, sa surface, son épaisseur et son ensemble. Le deuxième sens, qui est en route quand on déguste un vin de terroir, à la manière du gourmet, c'est le goût. Et le goût, c'est à la fois la sensation d'alcool, la sensation d'acidité, la sensation d'amertume, différentes sensations gustatives. Et là, quand on arrive à la viscosité, on a les 2 sens qui sont activés, le toucher et le gustatif. Et puis enfin, on a aussi en bouche le 3e sens, qui est la rétro-olfaction. Donc le gourmet, en dégustant comme ça, il a 3 sens qui ressentent le message du lieu. Alors que la façon moderne de déguster, c'est 1er nez, 2e nez, 3e nez, 4e nez. Donc quand on déguste comme ça, une fois qu'on met le vin en bouche, le cerveau va chercher à affiner la sensation aromatique du vin. Donc il travaille à faible régime, ou plus exactement, il travaille à régime aromatique. Alors que le gourmet, lui, il travaille à plein régime, touché, gustatif et olfactif par la rétro-olfaction. Donc on ressent beaucoup plus de choses avec la bouche qu'avec le nez. Pourquoi on a développé le nez et que maintenant tout le monde déguste façon Jules Chauvet? Parce qu'après-guerre, quand l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, a voulu retrouver l'intérêt pour le goût en lien avec le terroir, avec le lieu,
parce que ça a été quand même l'organisateur majeur de la viticulture française, de respecter le lieu. Donc les ingénieurs de l'INAO ont cherché un scientifique pour les aider à définir une dégustation qui va leur permettre de ressentir les caractéristiques du lieu. Personne à l'époque, très peu de chercheurs s'intéressaient au vin. Un seul a été trouvé par les ingénieurs de l'INAO, un dénommé Jules Chauvet, lequel Jules Chauvet est à la fois chercheur et en chimie et vigneron. On dit qu'il a failli avoir le Nobel de chimie. Et donc, ce Jules Chauvet était un grand spécialiste de l'olfaction. Il avait fait des recherches sur la surface du liquide en lien avec les odeurs. Et du haut de sa science, il avait décrété que l'olfaction était 20 000 fois supérieure au goût. Donc, il a développé une approche essentiellement olfactive pour essayer de caractériser les lieux par les arômes. Et donc, il a aidé les ingénieurs à fabriquer le fameux verre INAO, lequel verre INAO est fait pour révéler, mettre en valeur les arômes. Coup de chance extraordinaire pour Jules Chauvet, pour les œnologues. Eh bien, Jean Lenoir, au décours de sa psychanalyse, il l'a dit publiquement, donc c'est pas très un secret professionnel, il a eu l'idée de créer le nez du vin, ces petits flacons où on sent toutes les odeurs possibles du vin. Et donc, le monde entier s'arrache le coffret de Jean Lenoir, qui popularise, donc au-delà des œnologues, le nez du vin. Les sommeliers qui n'ont pas beaucoup de culture, hein, souvent les sommeliers ce sont des jeunes qui n'ont pas tellement été loin dans les études et qui donc du coup n'ont pas de grande culture, c'est normal, et en plus ça n'a pas été très bien vu par les écoles hôtelières, la sommellerie, donc du coup les sommeliers vont s'emparer aussi de cette olfaction, et Henri Jaillet déjà dans les années 80 me disait Jackie, tu me récites le bréviaire des sommeliers, le bréviaire des arômes des sommeliers. Un peu plus tard, mon vieux copain Gérard Auberlet, que tu connais sans doute, lui, il allait plus loin, il a dit, ça c'est la diarrhée verbale des sommeliers, de sentir les odeurs et de découvrir le vieux cuir de Russie, la rose fraîchement éclose, la violette, le pivoine, etc. C'était aussi, je sais qu'Henri Jaillet était très critique par rapport à tous ceux qui abusaient un peu de poésie dans le vin en essayant de tout ramener à la poésie. Ça va un peu dans la poésie, non, le nez surtout. Oui. Le nez, c'est-à-dire qu'il en avait assez d'entendre ses sommeliers et ses critiques lui réciter la litanie des arômes, alors que maintenant on sait scientifiquement, en particulier c'est Gabriel Le Pouzès qui le popularise maintenant, que l'olfaction est directement liée à la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un neurone entre l'olfaction et la mémoire. Donc, quand on sent, automatiquement, on met en branle la mémoire olfactive. Donc, personne ne sent pareil. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Proust avait compris, avant les scientifiques, que l'olfaction et la mémoire sont liées. Donc, tout ce que nous ont raconté les grands critiques pendant 30 ans, c'est du pipeau. C'est leur ressenti olfactif. Oui, ce que je voulais dire par rapport à la poésie, c'est qu'Henri Jaillet disait le vin, il faut le boire. Parce qu'en parler, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de le boire et puis d'avoir une approche assez sensorielle pour le coup, et puis personnelle. Et c'est pour ça qu'il m'a appris à déguster comme un gourmet. C'est lui qui m'a fait lire Jules Laval en 1855, un chapitre sur le gourmet, presque oublié de nos jours. On est en 1855. Le gourmet, etc., etc. Dans sa science, dont il se prétendait quasi infaillible, il était capable de reconnaître si ce qui était marqué sur le tonneau correspondait bien à ce qu'il avait dans son tas de vin. Alors, donc voilà un vin qui reflète bien un grand terroir certainement assez argileux. Donc, on est dans le Clos Vougeot, donc dans le Clos Vougeot, on a certes la Roche-Mère, qui n'est pas très loin, surtout dans les hauts du Clos Vougeot, mais comme la fameuse grande faille qui va de Lyon jusqu'à Dijon passe dans le Clos Vougeot,
et descend par gradins. Et il faudrait voir avec Jean-Michel s'il a fait quelques trous. Et il est possible qu'on soit là dans une partie du clos où il y a quand même suffisamment d'argile. D'où cette belle sensation de viscosité à mi-bouche, mais qui n'est pas très perceptible en fin de bouche. Si on était dans le musigny, on aurait davantage la viscosité en fin de bouche. Et on aurait une texture plus sur la soie, alors que là, on a une texture plus sur le velours. Donc c'est une caractéristique donc, du clos Vougeot qui est plus velouté que soyeux. Alors ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou moins bon que le musigny, il est différent. Le musigny est davantage dans le soyeux. Alors au passage, parce que si tu retiens l'ensemble de ce que j'ai dit, je ne voudrais pas que tu aies l'impression que je critique Jules Chauvet. Au contraire, je pense qu'il fallait bien commencer par essayer de rendre la dégustation scientifique. Donc ma critique, elle est épistémologique, c'est-à-dire que Jules Chauvet a privilégié l'olfaction, alors que les gourmets privilégiaient la bouche. Donc la bouche, c'est 3 sens, c'est le toucher, le gustatif et le rétro-olfactif. Donc je pense que la dégustation géosensorielle du gourmet est plus complexe et plus à même de reconnaître le terroir que la dégustation inventée par Jules Chauvet, qu'on a appelée l'analyse sensorielle. Et aujourd'hui, ça arrange bien l'industrie agroalimentaire d'avoir l'analyse sensorielle, parce que comme le disait très justement Jean-Pierre Coff, l'agroalimentaire nous fait de la merde, nous fait de la bouffe merdique, hein, c'est des produits, beaucoup de produits chimiques, etc. Mais l'industrie agroalimentaire est capable de recruter de bons ingénieurs en analyse olfactive, donc ils nous trouvent des bonnes molécules qui sentent bon, et comme ça, on mange de la merde qui sent bon. Voilà. Alors qu'un grand vin de terroir, lui, il est naturel. À part un petit peu de soufre et de plus en plus les biodynamistes mettent du soufre volcanique. Et tu as déjà vu, il y a quelques émissions là-dessus où pour aller chercher le soufre dans les volcans, c'est pas évident. Il y en a qui s'usent à faire ça. Donc ben, les biodynamistes, comme ils sont aussi des écolos, ils vont pas envoyer des esclaves chercher le soufre, mais ils essaient d'avoir du soufre d'origine volcanique, donc le plus pur possible, et à dose minimaliste. Donc à part un petit peu de soufre, si possible du soufre issu de l'activité volcanique, dans les vins de terroir, il n'y a pas de produits chimiques.